La majorité des gens que je connais ont malheureusement attendu un événement dramatique pour commencer à investir. On est de plus en plus taxé. On a un pays qui a 3300 milliards de dettes aujourd'hui. On ne sait même pas si on va toucher nos retraites. On avait 3 travailleurs pour un retraité. Aujourd'hui, on a un travailleur pour un retraité. Wow. Et la manière de combattre ça, c'est d'investir. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de plateforme pour investir. C'était vraiment hyper compliqué. Et à ce moment-là, on se dit, mais ce qu'il faudrait, c'est créer une plateforme ultra simple. Aujourd'hui, on a créé Goliath. Goliath, c'est une plateforme d'investissement où tu peux trouver plein de produits financiers différents. Même les produits complexes, on les rend simples. Tu as une communauté de 40 000 personnes qui échangent sur un feed d'actualité. On a des petits malins qui trouvent des actions et qui vont partager leur achat. Il y a eu une action dans le secteur des ordinateurs quantiques qui a été partagée par un utilisateur Goliath qui est assez bon. Il a acheté cette action à 4 €. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, elle en vaut 18. Et j'en ai plein comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est l'ennemi public numéro 1 des banques. Avec 2 millions d'euros, on a fait ce que les autres ont fait avec 100 millions d'euros. La plupart de ces boîtes-là ne gagnent pas d'argent. Et ça fait longtemps qu'elles existent, tu vois. Nous, ça fait 1 an et demi qu'on est sur le marché et pourtant, on est déjà rentable. C'est quoi les 3 choses que les personnes ne comprennent pas par rapport à l'argent? Il y a 3 règles hyper importantes que tout le monde devrait connaître avant de commencer à investir. Salut, c'est Clark de Goliath. C'est beau. Bon, stylé. Je suis content, Claire, qu'on se fasse ce petit épisode. Merci David de me recevoir avec depuis le temps que je regarde Paradox. C'est un plaisir d'être là. Ben, pour moi aussi, j'en profite pour le dire, mais on en reparlera plus tard. Moi, Goliath, c'est vraiment ce que vous faites. Je kiffe, c'est pour ça que j'ai investi dans Goliath. Vraiment démocratiser le sujet de l'argent, c'est un sujet qui me tient très à cœur. Mon père a été abandonné, il a rien eu. J'ai vu ce que c'était le stress de l'argent. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, je suis assez au taquet sur le sujet de l'argent. Et donc voilà, franchement, c'est trop stylé ce que vous faites. Donc, je suis Merci content que beaucoup. euh, la Paradox Nation puisse découvrir un petit peu ce que vous faites, ton parcours. Et donc, peut-être on peut démarrer par ça. Avant qu'on aille sur Goliath, c'est quoi un petit peu ton enfance? Ça ressemble à quoi? Quel genre de parents t'as eu? Alors j'ai eu des parents, mon père qui était entrepreneur, mes Ok, parents qui ont toujours travaillé ensemble. Ils étaient dans le monde de la mode, ils avaient des boutiques de détail à Paris. Et on a toujours vu nos parents avec mes frères et sœurs, j'ai un grand frère et une grande sœur, des parents qui ont beaucoup travaillé toute leur vie. ok, Et donc on a toujours eu cette éducation au travail avec des périodes où mes parents gagnaient de l'argent, comme parfois on gagnait beaucoup moins. Mais ils nous ont toujours appris et poussé à entreprendre, à faire des choses. Pas spécialement pour gagner de l'argent. Ma mère était plutôt scolaire comme la plupart des mamans, je pense. Et mon père aussi, mais m'a toujours dit fais des choses, tu vois. Et à 14 ans, il allait déjà en Asie. Je lui ai dit mais prends-moi avec toi, j'aimerais venir avec toi. Et il m'a pris et je me suis retrouvé dans les journées où lui il travaillait. Je me suis retrouvé seul à côté de l'hôtel à voir un petit peu ce que je pouvais faire. Donc j'ai acheté des casques de musique, je les ramenais en France. J'avais 14 ans. C'était du petit argent, tu vois, mais je les vendais à mes copains à l'école et je revenais avec de l'argent à la maison. Et j'avais pas du tout les parents qui me disaient non mais ne fais pas ça, t'as pas besoin d'argent à ton âge, etc. Au contraire, ils me poussaient, ils étaient super contents. Et je pense que c'est ce qui m'a permis aujourd'hui non seulement d'entreprendre, mais de pas avoir peur de prendre des risques. Et, et mon père principalement m'a vraiment poussé à faire des choses et je l'en remercie aujourd'hui. et il le faisait comment? Il te le disait textuellement, prends des risques, fais des choses. Ça a été amené de plusieurs manières, mais en tout cas, il me décourageait jamais. Il me décourageait jamais. À chaque fois que je lui en parlais, je lui dis: «Je veux faire ça». Il me fait: «Oui, fais, pourquoi pas?» Et du coup, voilà, j'ai acheté des casques de musique. Après, à 16 ans, j'ai commencé à vendre des sacs, bon, il y a prescription maintenant, mais j'ai acheté des sacs, en Asie, donc de contrefaçon et je les vendais pour de la contrefaçon, tu vois? Aux amis de ma mère, aux mères aux mères de mes copains et cetera. Et du coup, j'avais cette facilité à voyager. Je trouve que le voyage, ça aide beaucoup à pour une ouverture d'esprit de manière importante. Et quand à 17 ans et demi, j'ai été voir mon père, je lui ai dit: «J'aimerais créer une marque de chaussures pour femmes». Donc c'était ma première entreprise qui s'appelait Clarosa.fr.
et il m'a dit: «Bah, très bien, va en Asie, fais ta collection et lance-toi». Donc j'étais encore à l'école, je passais mon bac cette année-là, mais le temps de mettre en place, j'ai pas perdu beaucoup de temps, c'était les vacances de février et je suis parti en Asie. J'ai fait cette collection de chaussures, j'ai créé un site internet, il m'a fallu beaucoup de temps parce que je te parle de ça, on est en 2015. Donc, le e-commerce, il est pas, facile comme aujourd'hui, on va dire. Il y avait pas, Shopify, je suis parti sur un Magento, enfin, c'est un logiciel hyper compliqué, pour créer un Pour une première ouais, boîte à 18 ans, c'est pas le mieux. c'est vraiment pas le mieux, mais, ouais, j'avais un ami à l'école qui développait, donc, il m'a dit: «Ouais, je sais faire ça», donc je suis parti sur ça, tu vois? Je connaissais même pas la différence et je lance en septembre. Du coup, finalement, je fais pas d'études. J'ai fait un bac marketing. Je fais pas d'études, je Donc tu lance, passes le bac et tu vas pas plus loin. je vais pas plus loin. Et genre pour tes parents, c'est OK? J'étais pas hyper scolaire. Après, ma Genre mère la m'a dit l'école, c'est quoi? Ça te saoulait? Tu bossais pas trop? ouais, je bossais pas trop, je trouvais qu'il y avait pas trop d'intérêt. Alors aujourd'hui, avec du recul, il y a des choses quand même qui étaient importantes, comme l'anglais, où aujourd'hui je parle bien, mais il aurait fallu que je parle l'anglais beaucoup plus tôt dans ma vie. Je l'ai appris par la force des choses, quoi et du coup, Genre tu et passes quel bac du coup? bac marketing, c'est là où je voulais en venir, c'est que je savais que j'allais pas aller beaucoup plus loin. Donc, j'ai fait un bac marketing où je peux avoir, des matières comme l'économie, comme la gestion d'entreprise, comme le marketing et donc j'ai appris Mais c'est quoi un bac quelques marketing? bases. Je connais même pas. Bah, c'est un STMG marketing, OK. donc ça te permet d'apprendre tu as des matières que tu vas pas avoir En S général, ou quoi. ES, ouais, en général. Donc tu vas avoir beaucoup d'économie, beaucoup de gestion, gestion d'entreprise, beaucoup d'anglais et du marketing. Parce que Donc toi, c'est dans ta vraiment, tête à ce moment-là, genre entreprendre, c'est presque sûr, quoi? c'était pas une question. Ah, il y avait pas de question. Non, il y avait pas de question. Il y avait pas de Donc tu question, prends le chemin le plus rapide vers entreprendre et tu te dis: «Ça, c'est les études qui me préparent le mieux», exactement. Je savais que c'était ma dernière année. Je suis content d'avoir fait cette dernière année parce que je voulais arrêter l'école plus tôt et ma mère m'a vraiment poussé aller au moins jusqu'au à bac. aller au moins jusqu'au bac. C'était vraiment, son objectif. Elle me dit: «Après, tu fais ce que tu veux» et donc je me suis penché vers un bac où je pouvais apprendre quelques bases et heureusement, je suis content de l'avoir fait parce que ça m'a aidé et donc Donc on tu pars en Asie et tu fais une collection de c'est quoi, des chaussures? de chaussures Des pour femmes. et pourquoi chaussures pour femmes? C'est une très bonne question. Mon père était dans le vêtement pour femmes. OK. Et quand je lui ai dit: «Je sais pas trop quoi faire», il m'a dit: «Regarde ce qui marche sur internet et tu fais ça». J'étais, axé mode parce qu'on a grandi dans ça et je lui ai dit: «Ça mar les chaussures, ça marche bien, j'aimerais faire ça». Il me fait: «Bah, très bien, alors fais ça». Je me suis pas posé beaucoup plus de questions et encore une fois, je remercie mon père parce que s'il m'avait dit: «Non, les chaussures, c'est pas bien», bah, j'aurais réfléchi peut-être à autre chose et c'était toujours «oui», tu vois? «Fais, On heu, verra, quoi. on verra». Tu vois? C'est pas important, ça marche pas, le plus important, c'est de faire des choses et du coup, on est en septembre 2015, je lance mon site de chaussures, hyper stressé. C'était le tout début de l'influence, mais vraiment le tout début de l'influence, on est en 2015. Donc l'influence précise, c'est vraiment le fait de payer des influenceurs, c'est dans ce sens-là? Exactement, payer des influenceurs, mettre sur les réseaux sociaux. À l'époque, c'était Instagram, il n'y avait pas de story, donc c'était vraiment, photo sur Instagram. OK. Tu vois? C'était, vraiment précurseur de dire: «Je vais prendre une influenceuse et je vais lui envoyer, des chaussures». Pendant, 6 mois, ça marche très peu. On fait entre 500 et 700 euros par jour de chiffre d'affaires. Alors, c'est un petit chiffre intéressant, mais loin de nos espérances. Et toi, pour toi, à ce moment-là, 500 € par jour, c'est tu content à l'époque ou pas? Les premiers jours, tu es content, mais quand tu fais ça tous les jours pendant 6 mois, bah, à un moment, tu as une sorte d'habitude et tu pas à t'en contenter, tu vois? Et j'arrivais pas à trouver d'évolution. Et un jour, j'étais, pratiquement au bord du dépôt de bilan parce qu'au bout de 6 mois, tu sais, Tu peut-être préciser parce que quelqu'un qui a pas entrepris, il peut se dire: «Bah, moi 500 € par jour, je suis bien». Mais du coup, oui, il te reste alors quoi dans ta poche? il restait rien. Il OK. restait rien parce que 500 euros, tu as créé ta collection. J'avais pas d'employé, c'est moi qui faisais les commandes, c'est moi qui faisais les services clients. Mais tu as un petit bureau avec, t ton stock de chaussures. J'avais, 3 000 paires de chaussures en stock et donc j'avais avancé quand même un petit peu d'argent et quand tu as 500 €, bah, tu payes ta communication qui te paye à peu près coûte à peu près 200 €, 200 € par jour. Tu payes ta marchandise où tu en as pour, 300-350 €. Donc très vite, tu te retrouves, que ça te laisse pas assez de fonds pour continuer, tu vois?
Et donc, j'avance et bon, parfois on fait des pics à 700, à 800, à 1 000 €, mais ça redescend très vite. Et il y a une influenceuse avec qui je travaillais, qui me dit: «Ah, j'ai bien aimé cette paire de chaussures, est-ce que tu peux me l'envoyer? Je te ferai une story sur Snapchat». Et moi, à aucun moment, j'avais prévu de communiquer sur Snapchat, tu vois? Et elle fait cette pub et moi, je sais même pas qu'elle l'a faite à ce moment-là. Et là, je commence à recevoir des masses de commandes et je vais voir mon Google Analytics pour voir le nombre de personnes qu'il y a sur mon site. Donc Et c'est il un y a outil qui permet de voir les statistiques de ton site. exactement, en live, et je vois 250 personnes simultanées, donc 250 personnes en ce moment même sur mon site internet, tu vois? Et je dis: «Waouh!» Et quand je vois les commandes qui ne s'arrêtent pas, je me dis: «OK, là, on a trouvé quelque chose et c'est parti», tu vois? Et à ce Là, c'est moment-là comment là, tu te sens comment? et là, c'est une sensation qui est en vrai inexplicable et qui est vraiment incroyable parce que tu sens que tu as fait 6 mois de travail où tu trouvais rien. Et d'ailleurs, depuis ce jour-là, et je le ressens encore aujourd'hui, c'est, tu travailles tous les jours pour trouver ta chance, tu vois? Et c'est un peu ça mon idée du business, c'est que la chance, elle joue énormément. Tu dois énormément travailler tous les jours, parfois faire la même chose pendant 6 mois, 1 an, enfin tout dépend. Et un jour, tu as la chance qui te sourit, tu vois? Et c'est là où tu dois y aller. Et c'était exactement, ça que j'ai ressenti ce jour-là. Et Donc tu l'as après, ressenti en toi là, de je viens vraiment de trouver un truc, il y a une autoroute là. ça y est, il y a une autoroute et personne la connaît. Et Mmh. donc j'ai quelques années, peut-être quelques mois, je savais pas à ce moment-là, pour foncer et créer vraiment quelque chose de grand. J'ai appelé, l'agent de cette influenceuse et je lui ai dit: «Écoute, je veux prendre toutes les influenceuses qui existent et sur Snapchat seulement». Il me fait: «Sur Snapchat? Mais ça coûte, enfin, ça va te coûter vraiment pas cher en plus, tu vois?» J'ai dit: «Non, mais je veux plus de faire du Instagram, je veux faire que du Snapchat». Et c'était des stories qui duraient 24 heures. Et Comme Insta aujourd'hui, quoi. comme Insta aujourd'hui, c'était début de Snapchat, on était vraiment au tout début et là, après ça fait que, grossir, évidemment il y a eu des hauts et des bas, mais on a fait première année à 1 000 000 €, ensuite 3 000 000, 3 C'est 6 000 000. c'est quoi pour toi, si on va un des jours comme ça où vraiment financièrement tu t'es dit: «C'est fou, c'était incroyable pour toi». Un symbole pour toi à ce moment-là? Il y en a eu plusieurs, il y a eu ce jour-là du coup et pendant le covid, qui était un moment, où tout le monde, personne ne gagnait d'argent, on va dire, enfin très peu de monde en tout cas. Début du covid, je viens de prendre un entrepôt de 3 000 m² parce que j'allais, vraiment, juste avant que le covid commence, c'était un moment extraordinaire et donc on prend un entrepôt de 3 000 m² pour créer une vraie logistique à la Amazon, quoi. Parce que le business commençait à exploser. Le covid arrive, plus de commandes. Pendant une semaine, tout le monde se dit: «Mais qu'est-ce qui va se passer dans le monde?» Et on a eu la chance que internet a explosé à ce moment-là encore plus et on commence à avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de commandes. Et un jour, je fais un post avec une influenceuse, je sais pas si je peux citer ou pas, mais ouais. Tu peux, vas-y. On rentre en contact avec Caroline Receveur qui était, à mes yeux, la meilleure influenceuse, de France, tu vois? Et c'était un peu difficile de travailler avec elle parce qu'elle sélectionnait vraiment ses marques. Et on arrive à trouver un deal pour travailler ensemble. On est en plein covid, on est le 1er mai 2020. On lui envoie, 5 ou 6 paires de chaussures et elle poste. Et c'était un exploit, une réussite parce que ça faisait 5 ans que je voulais qu'elle travaille pour Clarosa et enfin qu'elle poste pour Clarosa et ça avait pas été fait. Elle poste et on fait une journée où on fait, 180 ou 200 000 € de chiffre d'affaires. Et donc à ce moment-là, j'ai 22 ans et je me dis: «Waouh, c'est vraiment beaucoup d'argent». On n'avait jamais fait un chiffre comme ça. Notre plus gros mois, on avait fait, 1 000 000 €, je crois, 1 000 000 €. Ouais, 1 000 000 €. Et là, ce mois-ci, on avait fait, 1 600 000 €. Et un jour, tu comment? Un jour comme ça, tu appelles quelqu'un, à qui t'en parles? J'en parle, principalement à mon père parce que dès qu'il y avait des gros chiffres, j'adorais lui en parler, tu vois? Il est comment Avec qui je suis très proche, mais quand tu as des chiffres comme ça? ah oui, il est hyper content. Il est hyper content, il est hyper content et on peut toujours faire plus pour lui, tu vois? C'est jamais assez et c'est ça qui pousse, à faire mieux. Il y a une partie de toi en mode de entre guillemets de
Ouais, de prouver quelque chose à ton père ou de montrer qu'il peut croire en toi, c'est dans ce sens-là? Exactement, et il a toujours cru, même dans les moments les plus difficiles, on en reviendra, mais quand on a créé Goliath, qui est un projet, un peu fou, quand j'ai été le voir pour lui dire: «Je veux créer ça», il m'a dit: «Mais ouais, pourquoi pas? Si les autres ont réussi à le faire, pourquoi tu y arriverais pas?» Tu vois? Mmh. Et alors que c'est des projets qui sont vraiment, très complexes, on en reviendra. Et aussi, j'ai rencontré, David Cohen, qui est mon associé, que j'ai rencontré pendant, Clarosa, qui m'a été présenté, par quelqu'un qui me conseille aussi, en qui je suis très proche. Et quand je l'ai rencontré, c'était au tout début de l'entreprise, Clarosa, et je lui dis: «Voilà, j'ai ça et ça comme problème, il y a trop de monde sur notre site, on fait de la pub télé, le site saute, c'est insupportable. Est-ce que tu peux me régler ça?» Il me fait: «Moi, tout ce qui est informatique, je vais pouvoir te le régler». Et et d'ailleurs, tu as rencontré Ouais, il est David, vraiment très fort. Il est très fort. et du coup, d'avoir un associé, c'est comme être marié avec quelqu'un, c'est c'est très fort. Il faut avoir le bon associé, c'est très important, et je l'ai trouvé, et donc du coup, on fêtait ça ensemble, tu vois? Et c'était quelque chose, vraiment, de très fort, et on a vécu des choses incroyables, on a vraiment vécu des choses incroyables. Dans tout ça et après on pourra peut-être aller sur la partie plus, finance qui est le focus, ça a été quoi les moments les plus durs? Ou un moment qui a été vraiment dur? Stressant, dur, Hem, mentalement, un moment émotionnellement? extrêmement dur, c'était, après le covid. On est le 30 septembre. On avait cet entrepôt de 3 000 m², où on a fait des travaux vraiment incroyables, couleur de Clarosa, tout rose, on avait 35 employés, et à ce moment-là, on avait 3 équipes de 8, c'est-à-dire, 24 heures sur 24 pour expédier les commandes parce qu'on n'arrivait pas à suivre. On est le 30 septembre 2020, et c'était après un week-end, du coup pendant 3 jours, et on avait 500 000 € de commandes à faire partir. Il est minuit, je suis au bureau, et là j'entends comme une explosion à ce moment-là, et en fait notre entrepôt de 3 000 m² était en train de brûler. Genre tu es dans les bureaux? Moi je suis dans les bureaux en haut, j'entends une explosion en bas. En fait, c'était le dépôt d'à côté, c'était 3 dépôts de 3 000 m² collés. C'était un des gars, qui avait une autre entreprise à côté. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, il y a eu une explosion. Je me penche à la fenêtre et je vois du feu de sortir de son entrepôt à lui. Donc je descends, je dis à mes employés de sortir. Il y avait 12 employés qui travaillaient à ce moment-là. Tu ressens quoi là? Je Genre c'est savais pas ce qui allait l'adrénaline? se passer, mais oui, j'avais peur, et je dis à tout le monde de sortir. On se met en face de l'entrepôt, j'appelle les pompiers, et cetera, et j'avais pour espoir que tout ne brûle pas, tu vois? Parce que, tu sais jamais si tu es assez bien assuré, tu sais, Ouais, c'est et clair. même le business doit s'arrêter. Enfin, je pensais même pas encore à ça, je voyais juste, les choses parce que j'essayais de faire quelque chose, mais, et là, pour te dire, clairement, tout a brûlé, il restait même pas une seule paire de chaussures, et donc 500 000 € de commandes prêtes à partir le lendemain. Donc le lendemain matin, on fait un truc, on appelle notre processeur de paiement, on leur explique ce qui s'est passé. J'aurais dit: «Cliquez juste sur un bouton et remboursez tout le monde», tu vois? Donc on rembourse tout le monde en un clic. Aïe, aïe, aïe. Mail, newsletter pour expliquer ce qui vient de se passer, Là, tu comment? et là, je suis, en mode, «Qu'est-ce que je fais, quoi?» Et je rentre chez Tu moi, vénère ou tu quel genre de personne? déçu, enfin, Est-ce que tu t'énerves? triste, tu Tu vois? Non, plutôt non, triste? pas énervé. Non, non, pas énervé, je suis pas du tout, nerveux. Ce qui doit se passer arrive, tu vois? Dans ma tête, c'est comme ça. Hyper mal, et j'arrive chez mes parents, et ils étaient dévastés, dévastés pour moi, quoi, Parce que dans ta tête, la finalité, ça va être quoi? remonter ça très vite, OK. et mon père m'a dit: «Qu'est-ce que tu vas faire?» Je lui ai dit: «Demain, je trouve un nouveau entrepôt et je vais voir des fournisseurs, partout en Europe, et dans une semaine, mon site, il est en ligne», et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai été voir plein de fournisseurs en Europe où il y avait pas ma marque de chaussures griffée sur les chaussures, mais j'ai été tous les voir, et en leur expliquant, ce qui s'est passé. Tu sais, il y a des fournisseurs en Europe qui ont déjà du stock avec des très belles chaussures, et donc j'ai commandé un peu partout, en Italie, en France, en Allemagne. J'ai trouvé un entrepôt le lendemain. J'en ai visité 10 et j'en ai signé le soir même, et du coup, d'ailleurs, on en reviendra, mais l'avantage d'avoir de l'argent à ce moment-là, c'est d'aller très vite, et du coup, on fait, un shooting photo pendant 7 jours pour shooter un maximum de produits, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait 1 500 références sur le site à ce moment-là. Waouh. Donc on n'est pas ressorti avec 1 500 références, mais avec, 500 ou 700.
Et une semaine après, réel, on réouvre le site. Et donc c'était incroyable parce qu'il y avait une équipe qui était hyper engagée dans cette aventure, tu vois? Et et du coup, c'était une période très difficile, mais à la fin, c'est une épreuve, tu vois? Et toute épreuve, à la fin, c'est ça te permet d'apprendre quelque chose. Et justement, toi, t'en retires quoi de ce moment-là, en fait? Hem, Toujours la même chose, tu vois? De d'avoir confiance en soi, de travailler très dur pour y arriver. Et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est qu'on a travaillé très dur pendant 7 jours. Et c'était quelque chose qui s'est passé qui était extrêmement difficile, mais au final, c'est un c'est une épreuve et c'est un bon souvenir parce qu'on a réussi à se relever assez rapidement. D'ailleurs, le premier jour d'ouverture, après cette épreuve-là, on a fait 150 000 € de chiffre d'affaires. Et donc tu avais toute la communauté Clarosa qui était engagée sur ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, on a été hyper, honnête, tu vois? On a remboursé le lendemain, pour 500 000 € de commandes. On a fait retarder personne. Et je pense que ça a beaucoup joué aussi sur l'image de notre marque. Stylé. Et donc du coup, après ça, parce que je connais quand même du temps sur Goliath et sur la partie finance, hem, qu'est-ce qui va t'amener à vouloir créer Goliath? Et explique du coup ce que c'est. Ouais, on est, en avril 2021. Tu sais, on notre boîte, enfin Clarosa, ça répondait à un réel besoin de rendre accessibles des paires de chaussures pour femmes de grandes marques. On ne faisait pas de la marque, on s'inspirait des grandes marques. Les plus grandes, Dior, Chanel, Hermès. On était, criblés de procès. On avait tout le temps des procès. C'était vraiment, le la boîte, elle marchait comme ça. C'est-à-dire que si on faisait une paire de chaussures, qui ressemblait pas à une marque, bah, ça marchait pas. Tu vois? Il fallait toujours s'inspirer de Donc tu grandes prends marques. par exemple un modèle qui cartonne chez, Dior, j'en sais rien, et Et tu le dupliquais le plus assez proche, quoi? assez proches et parfois similaires à 100. OK. Et donc, hem, c'était rendre accessible des paires de chaussures à des personnes qui n'avaient pas les moyens, tu vois? Et aujourd'hui, malheureusement, la mode, elle est elle est très forte. C'est-à-dire que quand tu arrives à l'école et que tu as 16 ans et que tu as pas les dernières paires de chaussures, bah, parfois, tu te sens pas bien dans ta peau. Et ça joue beaucoup chez les jeunes, tu vois? Donc on répondait à un réel besoin. Et on a ressenti ça, tu vois? Qu'il y avait, une réelle demande. Donc on était toujours, attaqués par ces marques-là. Et il y a un moment où tu t'en sors au début, mais il y a un moment où tu t'en sors plus vraiment parce que, procès sur procès, tu récidives. Et ça te stresse ou pas les Mmh. procès? Alors, ça me stressait au début, mais quand j'ai compris que mon business marchait autour de ça, je me dis que c'est le prix à payer, tu vois? Donc on avait toujours des amendes. Et après il y avait des amendes de plus en plus grosses. Et à un moment, on est en avril 2021, je vais voir David, mon associé, et je lui dis: «Écoute, je pense que notre boîte, elle va pas durer encore très longtemps. Elle va pas encore durer très longtemps, et même si on la vend un jour, on pourra pas, la vendre par rapport à notre chiffre d'affaires». On faisait 10 millions, 11 millions d'euros de chiffre d'affaires, 2,5 millions d'EBITDA, donc de bénéfices avant impôt, mais elle est pas solvable puisque, enfin, elle est pas vendable, pardon, parce que, on a trop de procès et elle tient sur rien. Et aussi, on avait un canal d'acquisition, c'était l'influence. C'était vraiment que ça. Et donc à ce moment-là, l'influence commence à devenir trop chère. Les procès arrivent de plus en plus sur nos bureaux tous les matins. C'est des frais d'avocat énormes. Je lui ai dit: «Je pense qu'il nous reste pas beaucoup de temps. Par contre, il y a un on est dans une période où, en France, on est de plus en plus taxé, vraiment de plus en plus, et c'est de manière considérable. On a, une un pays qui a 3 300 milliards de dettes aujourd'hui, avec des taux d'intérêt qui sont assez élevés, où on n'arrive pratiquement pas à payer, les intérêts. On ne sait même pas si on va toucher nos retraites parce qu'à l'époque, on avait, 3 travailleurs pour un retraité. Aujourd'hui, on a un travailleur pour un retraité. Waouh! Donc c'est quand même un chiffre fort, et de se dire qu'on ne peut pas compter sur ça. Et aussi, on a malheureusement le français, enfin, malheureusement, oui, mais le français moyen, même tout le monde, 90 on va dire, n'a plus confiance au gouvernement en France. Et l'idée, à notre échelle, malheureusement, on peut rien faire.
Toi, moi, on peut rien faire contre ça, tu vois? La seule chose qu'on peut faire, c'est combattre ça. C'est combattre ça et la manière de combattre ça, c'est d'investir de manière considérable, de manière régulière et nous, on avait déjà commencé à le faire, parce que j'ai eu la chance de gagner de l'argent assez tôt pour, investir et d'avoir compris qu'il fallait investir. Ce que tu veux dire pour être sûr, c'est que dans le sens que vu que tu peux pas compter sur ta sécurité, sur le fait d'avoir une retraite dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, que le moyen, c'est de te construire ta propre retraite, basée sur les investissements. Exactement, tu veux un De si pouvoir tu veux vivre sur tes rendements, c'est quand tu as ça, 60 ans. et si tu veux un chiffre, aux États-Unis, ils ont pas de retraite. En France, on est 11 de la population à investir, sur les marchés financiers. Aux États-Unis, ils sont 60. Ils sont 60 parce qu'ils ont pas de retraite, donc ils ont pas le choix d'investir. Donc je pense que vraiment ce chiffre de 11 va vraiment, être amené à évoluer dans le temps et donc on avait compris ça et le problème, c'est qu'il y avait pas, de plateforme pour investir. Alors il y en avait, mais c'était vraiment hyper compliqué. À ce moment-là, on est en 2021. C'est hyper compliqué d'investir sur les marchés parce que quand j'ai voulu commencer moi à investir, j'ai dû télécharger plein de plateformes différentes pour investir sur la crypto-monnaie, pour investir sur le forex. Le forex, c'est investissement sur des monnaies, Donc l'euro, le dollar, et l'euro, cetera. le dollar exactement, d'investir sur des actions, sur, des produits financiers un peu plus, Donc les actions, c'est et vraiment prendre des parts d'une entreprise, donc investir sur Apple, investir sur Microsoft, et cetera. c'est ça et du coup, j'avais plein de comptes sur plein de plateformes différentes pour plusieurs produits financiers différents et à chaque fois que je me connectais, alors ça a évolué depuis le temps, mais à chaque fois que je me connectais sur une plateforme, c'était, hyper complexe, tu vois? J'ai un compte sur, Interactive Broker, en soi qui marche très bien, mais c'est sûr que quand je pense à ma femme, par exemple, qui aime pas du tout, toute la gestion financière, quand tu as 5 manières d'acheter quelque chose et que tu sais pas exactement quand est-ce que ça va se déclencher, pourquoi, c'est quoi la différence qu'il y a, l'interface elle est pas très agréable, tu comprends pas vraiment, ce qui se passe. C'est pas du tout fait pour, pour la personne qui n'est pas un professionnel ou qui est pas passionné d'investissement, quoi. C'est vraiment le constat qu'on a fait, tu vois? Et à ce moment-là, on se dit: «Mais donc ce qu'il faudrait, c'est créer une plateforme ultra simple, vraiment la plus simple du marché, pour investir sur tous les produits, donc une seule et même unique plateforme, avec tous les produits nécessaires». Donc on va avoir des produits pas risqués, des produits à moyen risque et des produits super risqués. Nous, on est dans l'optique de donner accès à toutes sortes de produits, tu vois? Parfois même très risqués à nos utilisateurs et tu parles beaucoup, c'est de la barbell stratégie, tu vois? De faire du 80-20, donc 80 avec très peu de risques et 20 avec du risque et parfois ces 20 peut te ramener 10 fois plus que les 80 autres pourcents et du coup, on se dit qu'il faut créer cette plateforme avec David, mais aussi ce qui est hyper important, c'est quand tu arrives sur des plateformes aujourd'hui, pour investir, tu es juste au milieu de plein de produits financiers et tu sais pas dans quoi investir et c'est aussi ça, c'est aussi ce constat qu'on a fait. Se dire, on peut créer une plateforme pour apprendre les bases de l'investissement, comprendre, échanger et investir. Aujourd'hui, on a créé Goliath. Goliath, c'est une plateforme d'investissement où tu peux trouver plein de produits financiers différents. Même les produits complexes, on les rend simples. Et tu as une communauté de 40 000 personnes qui échangent sur un fil d'actualité, qui vont partager leurs achats, leurs ventes, leurs gains, leurs pertes, qui vont demander des conseils. Alors nous, on ne donne pas de conseils en investissement, mais les utilisateurs vont se parler entre eux. Il faut faire aussi évidemment attention à ne pas, prendre des conseils, de mauvaises personnes, mais en soi, l'idée, c'est vraiment de pouvoir donner de l'éducation et de l'échange et de se retrouver pas seul, avant d'investir sur les marchés financiers. Quand tu dis marché financier, je pense qu'il y a plein de personnes qui justement, se disent: «Ouh là, c'est pas pour moi, c'est compliqué, c'est risqué, c'est dangereux». Enfin, c'est un petit peu même si c'est comme tu dis, ça change. Dans la mentalité, en tout cas en France, investir en bourse, c'est le truc absolument risqué. Moi, c'est un truc que j'ai eu du mal à comprendre au début, c'est que en fait, tu mets tout dans un même sac, toutes les cryptos sont les mêmes, investir dans des actions, c'est la même chose et tu te rends pas compte. Par exemple, moi, c'est un truc sur lequel je parle beaucoup, les ETF qui se popularisent où en fait, c'est pas plus risqué que plein de types d'investissements qui semblent sécures. Effectivement, c'est risqué d'investir dans une seule boîte, parce que tu sais pas si, demain,
Microsoft ou Apple va monter et descendre et tu vois sur 50 ans ou même sur 100 ans, enfin même sur 50 ans déjà le nombre de boîtes qui étaient grosses qui peuvent disparaître et à l'inverse des petites boîtes qui peuvent exploser et les gens se rendent pas compte que en fait, c'est c'est ce que faisait Warren Buffett à l'époque alors qu'il avait pas, il y avait pas l'ETF, mais c'est si tu investis sur un nombre suffisamment grand d'entreprises, en fait, tu lisses, ton risque, tu es diversifié et ce qui est fou avec les ETF, c'est que ça te permet de le faire sans que tu aies besoin de le gérer toi-même. Tu investis dans un genre de panier d'actions de grosses entreprises et qui donc statistiquement statistiquement, le marché est tout le temps en croissance. Peut-être, tu pourrais justement une personne qui n'a jamais investi et qui a cette croyance profonde que l'investissement, c'est risqué, qu'est-ce que tu penses qu'elle a besoin de comprendre quoi? Pour, peut-être pour mieux comprendre que ça peut être risqué tout comme ça peut ne pas l'être. On a on a beaucoup été, conseillés par nos conseillers bancaires, heu et les banquiers ont toujours dit que la bourse était risquée pour une seule et même unique raison, c'est qu'ils ne vont pas gagner d'argent en vous proposant des produits boursiers et donc ils vont toujours vous pousser à investir sur des produits financiers. Donc votre banquier en général, c'est un commercial qui veut vous proposer des produits pour lui gagner de l'argent et faire gagner de l'argent à la banque. La bourse, évidemment qu'il y a des Et produits donc les risqués. produits, c'est type assurance vie, par exemple? Voilà, assurance vie ou du 4 du 5 ou du placement, compte à terme, livret A, tout ça qui va eux vont se gaver dessus, vont gagner vraiment beaucoup d'argent, des grosses commissions. Ce qu'il faut savoir, c'est que les banques ont gagné 50 milliards d'euros en 2023 sur les liquidités des Français, sans jamais rien reverser. Donc leur but, c'est vraiment de pas vous proposer des produits comme la bourse et les produits boursiers, si vous prenez, sur 10 ans, par exemple, le S&P 500. Le S&P 500, pour ceux qui nous écoutent, c'est les 500 plus grosses entreprises américaines. Si vous avez investi il y a 10 ans sur le S&P 500, 1 000 €, aujourd'hui, vous aurez eu 3 000 €. Le S&P 500 sur les 20 dernières années, c'est à peu près, 10 ou 15 d'évolution par an. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a pas de risque en investissant sur les 500 plus grosses entreprises américaines. En tout cas, il y a pas de risque de perdre la totalité de son argent et il y a pas de risque d'avoir des grosses pertes sur le long terme. Évidemment qu'il peut y avoir une année où ça peut perdre un petit peu, mais la bourse, c'est du long terme. Tu parlais de Warren Buffett. Warren Buffett, on lui a toujours dit: «Mais pourquoi les gens ne font pas comme toi? Pourtant ta stratégie, elle est très simple». Il dit: «Parce que les gens, ils veulent devenir riches rapidement. La bourse, ça ne vous rendra pas riche. Vous n'allez pas devenir milliardaire. Vous n'allez pas, voyager en jet privé grâce à la bourse. En revanche, ce que je peux vous promettre, c'est d'investir en bourse de manière régulière sur des grosses capitalisations, comme tu as dit, diversifiées et en long terme, vraiment, de manière long terme, eh bien, ça va vous faire avoir une meilleure vie. Alors, au bout de 5 ans, 7 ans, 10 ans, vous allez pouvoir avoir une meilleure vie, partir un peu plus en vacances, pouvoir offrir plus de cadeaux à vos familles, pouvoir ne pas recevoir des lettres d'huissier, juste pour avoir un meilleur pouvoir d'achat et pouvoir profiter de la vie de manière, hem, meilleure, quoi. Et c'est ça à quoi ça peut servir la bourse, à notre échelle en tout cas. Et je pense que quand tu dis bourse, c'est important de bien préciser. Tu le dis, mais je veux être sûr que c'est vraiment différent d'être un trader qui, investit, revend plusieurs fois par jour versus ce que moi, par exemple, je fais où au lieu de mettre de l'argent sur un livret A, ben, en fait, je vais, investir sur, justement, comme tu disais, les 500 plus grosses entreprises, américaines ou, le MSCI World, donc c'est là l'économie globale mondiale. Ça n'a rien à voir et on n'est pas dans un truc c'est pas parce que tu as investi dans la bourse que tu es quelqu'un d'actif. Moi, je regarde pas tous les jours la valeur d'Apple ou la valeur de Microsoft. J'investis de manière automatique, régulière, en sachant qu'effectivement, sur le long terme, ça bat largement, un livret A ou d'autres produits financiers. Ce que aussi, je pense que ce qui est difficile à appréhender, qui est important, c'est que 1 d'intérêt, ça peut sembler rien de différence, mais en fait 1 d'intérêt sur 10 ans et sur 20 ans, c'est énorme l'écart que ça va avoir de rendement pour toi et du capital que tu vas avoir à la fin. D'autant plus si la banque, elle te prend plein de frais, Exactement. Mais tu l'as bien dit, le trading et l'investissement, c'est 2 choses différentes. Il y a 3 choses, il y a l'épargne, l'investissement et le trading.
Moi, ce que je déconseille, c'est l'épargne. C'est-à-dire placer sur du livret A à 2,5 ou 3, là, ça va redescendre. L'épargne, c'est pas intéressant. Par contre, l'investissement, il faut vraiment pas être un professionnel pour faire de l'investissement. Donc il y a trading où c'est t'achètes tous les jours, t'achètes, tu vends, principalement en effet de levier souvent. Et il y a l'investissement où tu vas investir sur du long terme. Donc sur des ETF, comme tu l'as dit, le MSCI World, le S&P 500, le CAC 40, qui sont les 40 plus grosses entreprises françaises, il y en a plein, des ETF très intéressants. Tu vas aussi pouvoir investir sur des actions directement, donc des entreprises qui sont cotées en bourse, où tu vas pouvoir analyser plein de choses avant d'investir, leur business model, leur chiffre d'affaires, le nombre d'employés, leurs prévisions, leurs projets futurs. Donc c'est hyper intéressant et il ne faut pas être un professionnel. D'ailleurs, c'est ce que je dis à beaucoup de nos clients avec qui je discute. Investissez dans des secteurs qui vous intéressent, investissez dans des entreprises que vous utilisez et faites quelques recherches. C'est vraiment important. Nous, on donne des outils sur Goliath pour avoir quelques informations sur les entreprises et investissez sur du long terme. Il me dit: «C'est quoi long terme?» Évidemment, si l'avantage de la bourse, c'est que c'est liquide. Vous pouvez les sortir quand vous voulez. En revanche, si vous pouvez investir sur 5 ans minimum, c'est vraiment bien parce que le marché sur les grosses capitalisations, sur 5 ans, il est gagnant et quand tu as 10 actions sur ton portefeuille, eh bien, peut-être que tu vas en avoir 2 qui vont pas gagner, mais c'est rare. Franchement, c'est rare. Moi, sur, 20 actions sur mon portefeuille, j'ai 19 actions en positif. Pourtant, sur Goliath, j'ai commencé que depuis 1 an et demi, tu vois? Donc, j'étais plutôt trading avant, donc j'aime bien, acheter, vendre, faire des effets de levier, peu gagner de l'argent. J'en ai gagné, j'en ai perdu, mais, pour des personnes qui ne sont pas professionnelles, l'investissement long terme, c'est le meilleur investissement. D'ailleurs, l'investissement en bourse, c'est le plus rentable investissement au monde avant l'immobilier. Non, c'est clair et ce qui est fou parce que moi je fais les 2. Encore une fois, l'immobilier, ça peut être super, il y en a pour qui ça leur correspond. Moi, ce que je vois, c'est chiant, en fait, de voir, même si tu délègues, tu vas avoir, là, je sais pas, on a un appart, il va avoir un problème d'électricité, un problème d'eau et donc même si j'ai quelqu'un qui le gère pour moi, c'est quand même, on va me demander mon opinion. Qu'est-ce que je est-ce que, du coup, ça quelle influence que ça a sur la rentabilité? Enfin et en plus, c'est très local. Enfin, c'est sûr que moi, je vois que ça me correspond beaucoup plus le côté, investissement parce que je peux le faire depuis mon application, mobile, je peux être partout dans le monde. J'ai pas une gestion, ça me semble plus prédictible. Je voulais préciser aussi un truc que tu as dit, oui, dans sur le la choisir des marchés, c'est-à-dire que tu as des opportunités, par exemple, à investir sur, un marché qui est en croissance, l'IA, on en parlait entre nous, les ordinateurs quantiques. Bon là, c'est un peu plus peut-être un peu plus niche. Heu, Où tu peux investir non pas que sur une seule boîte, mais plusieurs boîtes d'un marché, où tu sais qu'en fait, vu la direction que prend le monde, ça va être en croissance et ça, c'est un peu, j'ai l'impression, toi, entre la personne qui va être pure ETF, la personne qui va vraiment trader tous les jours, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'entre-deux où tu prends un peu plus de risques, entre enseignants, tout en diversifiant. C'est quelque chose que j'ai l'impression que tu fais, en tout cas pour toi? Moi, j'investis peu dans les ETF, même OK. si c'est un très bon investissement pour les novices de l'investissement, vraiment. Parce que, tu vois, le S&P, il a fait, 25 en 2024. Le Nasdaq, il a pris 30, donc c'est les 100 plus grosses entreprises, américaines, donc c'est ce qui est énorme. En revanche, moi, ce que j'aime bien, c'est investir, heu, sur des actions directement et pas dans des ETF. Parce que quand tu investis sur des actions, tu peux te lever un matin et tu as fait plus 30, plus 40, tu vois? Et tu décides de vendre ou pas. Mais tu peux sortir. Tandis que les ETF, tu vas jamais ça va être une globalité, tu vois? Donc si tu as une action qui a perdu 10 et l'autre elle a gagné 20, bah, ça va pondérer la somme. Donc c'est ça, qui est différent. Même s'il faut en avoir, il faut investir dessus. Tu parlais des ordinateurs quantiques et c'est vraiment là où on voit qu'on répond à un réel besoin sur Goliath. C'est que si tu arrives sur une plateforme lambda, tu vas investir vraiment sur des choses classiques. Aujourd'hui sur Goliath, Ou tu as potentiellement c'est trop tard, c'est ça que c'est ça, et donc tu vas avoir un peu d'informations sur, Les Échos, sur BFM, où c'est très bien aussi, mais sur Goliath, tu vas avoir des 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 petits passionnés. malins, tu vois? Des Des petits passionnés, c'est malins en fait, c'est comme si tu investissais dans Nvidia, voilà, il y a il y a 10 ans. il y a 10 ans, Ouais. ouais. Nvidia, donc c'est une grosse boîte d'IA
qui fait a les explosé. puces électroniques et ils ont explosé, mais il fallait la trouver Nvidia il y a 10 ans, tu vois? Et Mais c'est vrai qu'en soi, ne serait-ce qu'il y a 5 ans, sans dire 10 ans, tu entendais parler d'NVIDIA avec, ben, les cartes graphiques pour la crypto et bah, tu avais déjà entre guillemets, ils étaient pas non plus, sous-marins quoi. Tu pouvais déjà te dire: «Tiens, ça vaut le coup» et pourtant, je pense qu'il y en a très peu, tu vois, en France ouais. qui ont pris le virage là-dessus et c'est vraiment là ce qu'on retrouve, d'hyper intéressant sur Goliath et vraiment incroyable et on a des petits malins qui viennent et qui trouvent des actions et qui vont partager leur achat. «Voilà, j'ai acheté ça pour telle raison» et il y a eu une action, je vais pas la citer parce que je veux vraiment pas te faire de conseils en investissement, mais dans le secteur des ordinateurs quantiques, qui a été partagée il y a 1 mois et demi par un utilisateur Goliath qui est assez bon, j'aime bien le suivre. Il a acheté cette action à 4 €, 4,50 €. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, elle en vaut 18. Et donc, Quasiment fois 5 quoi. c'est ce qui est fou. Tu vois, vraiment, c'est fou. Et j'en ai plein comme ça. Il y en a plein. Et ces personnes-là, ce mec-là en particulier, c'est un conducteur de train qui, qui est venu, qui fait partie des premiers investisseurs sur Goliath, qui place son argent par 150, par 200 € par mois. Donc quand il arrive, vraiment, il a peu de moyens. Il a peu de moyens, tu vois, mais il s'est mis en tête, et d'ailleurs, il est pas jeune, tu vois, je crois qu'il a 50 ou 60 ans, et il a peu de moyens et il se dit: «Il faut que je commence à investir. Même si, j'ai 50 ou 60 ans, je vais commencer à investir maintenant. Il est jamais trop tard», tu vois? Et il a bien raison. Donc il Il a jamais investi trop avant, il est pas entrepreneur, il est conducteur donc. Exactement, et il a vraiment aimé le principe, de pouvoir échanger avec une communauté et de pas être seul sur ses investissements, et donc il cherche beaucoup, il partage ça. Et ce mec-là a revendu assez rapidement. Il a fait plus 300 à ce moment-là où il avait vendu. Et donc on donne l'opportunité à des personnes qui n'avaient non seulement jamais investi, mais de prendre des risques, comme tu as dit, sur des actions comme Nvidia il y a 10 ans, où ça aurait pu être hyper risqué d'investir dessus aussi. Tu vois, aujourd'hui on le voit, Ouais, c'est facile. c'est facile. Et c'est là où on voit que les banques ne donnent pas accès au risque. Tu sais, j'aime bien prendre un exemple. euh, Il y a des accidents de voiture et de moto tous les jours, et il y a des morts malheureusement tous les jours. À aucun moment on a interdit la voiture et interdit la moto. Ce qu'on a fait, c'est que on a mis des radars, on a mis des limitations de vitesse, on a mis des dodanes pour faire en sorte qu'il y ait moins d'accidents. Sur Goliath, c'est exactement ce qu'on fait. On propose des produits, comme je te disais, à effet de levier aussi, où tu peux avec 10 € investir 300 €, avec 1 000 € investir 30 000, des très gros effets de levier, et c'est extrêmement risqué. On a aussi ce genre de produit. Ce qu'on fait, on est une entreprise régulée, donc on a des disclaimers de partout, Donc des, comment on dit des disclaimer? des 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 phrases qui vont vous dire: «Faites attention, c'est risqué», tu vois? Ouais. Hem, on va avoir, des, tests de connaissances. Donc si tu es pas apte à investir sur ces produits, eh ben, on va t'interdire d'investir dessus et tu vas plus pouvoir refaire ce test-là. Et donc, il y a plein de choses qui font que on va pas te laisser, prendre trop de risques par rapport à ton profil aussi, par rapport même à tes revenus, parce qu'on te pose des questions au moment où tu rentres sur l'application pour connaître en en globalité tes revenus, pas exacts, tu vois? Mais tu gagnes entre 10 et 20 000 € par an, tu gagnes entre 20 et 50 000, plusieurs questions comme ça. Donc voilà, aujourd'hui, l'idée, c'est de donner accès à ces produits-là à un maximum de monde, et les banquiers ne nous ont pas donné la possibilité de le faire. Donc aujourd'hui, on a décidé, nous, de prendre en main ça pour pouvoir proposer à tous les Français et bientôt en Europe, ce genre de produit. J'ai une annonce à faire et pas une petite annonce. L'une des plus grosses erreurs que j'ai commises, c'est d'avoir attendu trop longtemps pour investir mon argent et mes premiers investissements, sincèrement, j'ai fait n'importe quoi. La majorité des gens deviennent jamais libres financièrement, non pas parce qu'ils manquent de volonté ou parce qu'ils gagnent pas assez, mais parce qu'ils n'investissent pas et passent à côté du pouvoir de l'intérêt composé qu'on a beau comprendre intellectuellement, on n'arrive pas à mesurer à quel point c'est fou. Et le constat c'est quoi? Soit on laisse notre argent se faire grignoter chaque année par l'inflation, soit on essaye d'investir mais on se sent perdu face à des milliers d'ETF, des actions, des cryptos de partout et donc on abandonne, ou alors pire, on suit le truc à la mode, la dernière crypto et on fait n'importe quoi. Dans les trois cas, le problème c'est quoi? C'est qu'on est tout seul.
Et c'est pour ça que ça fait des mois avec la Team Paradox qu'on travaille avec obsession pour bousculer ce qui se fait sur la liberté financière et qu'on se demande qu'est-ce qui pourrait vraiment changer la vie des gens. Et justement, aujourd'hui, c'est le grand jour. Je suis super content de t'annoncer le plus gros partenariat qu'on a jamais fait, Paradox et Goliath. Goliath, c'est une plateforme d'investissement que j'utilise personnellement et avec laquelle j'investis tous les mois et que j'adore parce qu'elle est intuitive. Mais là, ce dont je te parle, c'est pas juste un petit partenariat où je te présente une app sympa. Imagine, on a créé l'espace Paradox au sein de Goliath. Ça veut dire que tu peux investir directement à mes côtés et avec toute la communauté de Paradox. On est ensemble, on peut partager nos investissements et célébrer ensemble nos réussites. Tu vas pouvoir commencer à investir dès 2 € et ça sans frais cachés. Et surtout, j'ai vraiment voulu qu'on facilite les premiers pas pour un débutant en te guidant pour éviter d'être perdu justement sur ces 2000 ETF. On a une mission commune avec Goliath, rendre accessible la liberté financière de manière intelligente et en secouant les codes. Est-ce que c'est pas un truc de malade? Et dernière chose, c'était très important pour moi de faire un truc spécial pour mon audience, pour vous. Certains, ça fait des années que vous me suivez, ça me rajeunit pas. Et donc on a décidé de faire quelque chose de spécial, valable pendant la période de lancement, que tu vas retrouver dans l'espace gratuit sur ton compte paradox.io. Si t'as pas de compte, tu peux y aller, c'est gratuit. Je t'invite dès maintenant à cliquer sur le lien en description, télécharger l'application gratuitement, découvrir l'espace Paradox sur Goliath et qu'on célèbre ensemble tes premiers investissements. Ce qu'il faut savoir, c'est que on est l'ennemi public numéro 1 des banques. Les plateformes de bourse et de crypto, on est l'ennemi numéro 1 parce que c'est le meilleur investissement. Les Français commencent à le comprendre et donc viennent vers des plateformes comme Goliath. Pourquoi? Parce que si tu veux investir en bourse via ta banque, bah, bon courage parce que leur plateforme, c'est une catastrophe. Et si tu veux savoir une anecdote hyper marrante, on a une cliente qui est dans la santé, infirmière. Elle a reçu une lettre de sa banque, je ne citerai pas le nom de la banque, mais comme quoi l'investissement en bourse est extrêmement risqué et on voit que vous faites des investissements en bourse sur, Goliath. On peut vous proposer des produits beaucoup moins risqués. Elle a reçu 2 lettres comme ça, à 2 mois d'intervalle. Donc ça prouve qu'aujourd'hui, on répond à un réel besoin et on commence à s'en rendre compte puisqu'on a 40 000 clients en moins d'un an. En moins d'1 an et demi, pardon. Et en plus, ce qui est fascinant, c'est que ce que tu te rends pas compte quand tu investis dans une banque, c'est qu'eux-mêmes le font. C'est-à-dire qu'ils te prennent ton argent, ils te prennent des frais dessus pour aller, eux, faire du trading. C'est exactement ça. Les plus grandes salles de marché, Ils font que ça. ils font que ça. Société Générale, ils font que ça. Donc C'est c'est juste, ils te mettent enfin, comment dire, ils te mettent un front, ils te mettent quelque chose devant où tu as l'impression que c'est pas risqué, mais eux-mêmes prennent ces risques. c'est le revenu numéro 1 des banques. La Société Générale, c'est l'une des plus grandes places de marché, tu vois? Et d'ailleurs, tu peux voir sur, Canal, Jérôme Kerviel, le dernier, Documentaire. documentaire qu'ils ont fait, c'est incroyable et tu le vois que ça génère des chiffres, mais un trader peut ramener plusieurs milliards par an à la Société Générale, à une banque. C'est quoi, tu parlais là de ce conducteur, un des partages, un des moments, pas, je sais pas, que tu as vu dans le feed ou un client à qui tu as parlé qui t'a le plus touché? On a eu, un quelqu'un qui fait plutôt du trading par contre, vraiment, différent, qui est, il est RH pour une entreprise. Il fait partie aussi de nos premiers clients et c'est quelqu'un qui est arrivé avec 10 000 € il y a 1 an et aujourd'hui il en a 40 000. Donc il a fait x4 sur son argent. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'année, dernière a été une année vraiment incroyable pour la bourse et je pense que les 4 prochaines années aussi, surtout sur le marché américain et alors il y a pas un moment spécifique, tu vois? Mais cette personne-là a une stratégie, c'est qu'il achète toutes les plus grosses actions au moment de leur chute. Il y a toujours des chutes des plus grandes Oui, par exemple, des plus Netflix, à un grandes moment entreprises. donné, ils ont eu une galère, l'action a perdu je sais pas combien. Exactement, il y a eu une histoire avec CrowdStrike, je sais pas si tu avais suivi, où dans tous les aéroports du monde, il y a eu un crash informatique. C'est une société de cybersécurité et tout le monde utilise cette entreprise-là. Et donc cette entreprise perd 35 dans la journée ou dans les 3 jours et cette personne-là, il investit toujours au moment des crashs, tu vois? Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il on c'est pas juste il dit: «J'ai acheté». C'est il dit: «J'ai acheté», mais il y a la preuve. Nous, quand tu partages sur Goliath, on va pas montrer le montant que tu as investi, on va montrer le prix auquel tu as acheté. Donc si tu as investi, 100 € ou 10 000 €,
Personne va le voir, tu vois. Et donc, cette personne, elle achète à chaque fois. Et quand elle revend, il y a marqué le pourcentage que tu as gagné. Et, euh, et c'est une des personnes qui me fait le plus vibrer, tu vois, sur l'app parce que il est gagnant, et il est très très bon. Et plus tu vas être bon, plus les gens vont te suivre et Parce plus que les c'est gens ça qui est vont. intéressant, c'est qu'il y a pas que le feed, tu peux sur Goliath suivre quelqu'un, regarder ce qu'il fait, du coup essayer de comprendre comment il s'y prend. C'est ça qui est intéressant. Exactement, on a même créé un outil. Tu parlais d'ETF tout à l'heure. Les ETF, c'est des groupes d'actions où tu vas même avoir des ETF semi-conducteurs, où tu vas avoir toutes les entreprises où il y a les semi-conducteurs à l'intérieur. Donc semi-conducteur, tout ce qui est processeur, etc. Ouais, comme Nvidia par exemple. Et tu vas pouvoir créer ton propre ETF. On a appelé ça playlist. Donc, tu vas mettre, je te donne un exemple, 10 actions dedans. Et sur chaque action, tu vas mettre 10%, 10%, 10%, 10%. Au moment où tu viens et que tu vas investir 1000 euros, ça va te diversifier ton argent sur ces actions-là. Et par contre, c'est comme un ETF. Quand tu vends, tu dois vendre tout. Tu peux pas juste vendre une action, tu vois. Et donc ça, c'est énormément utilisé. Et donc, tu peux créer ta propre playlist et les utilisateurs peuvent copier ta playlist et tu gagnes 5 euros à chaque fois qu'un utilisateur investit dans ta playlist. Trop bien. Donc, on a plein d'outils qui permettent non seulement d'apprendre, parce qu'on a des petites formations, des petites vidéos qu'on va alimenter et on va beaucoup travailler dessus sur, sur 2025 pour avoir beaucoup plus de vidéos pour donner plus d'expérience à nos utilisateurs. Donc, tu apprends, tu comprends, tu échanges et aussi tu investis de manière très simple. Et aujourd'hui, on est la première plateforme en France à proposer ce produit très complet parce qu'on a toutes sortes de produits financiers. On a des actions, des matières premières. Donc, les matières premières, c'est le L'or. blé, l'or, le pétrole. Des produits structurés qui sont des produits qui sont généralement réservés aux banques privées, tu vois, à partir de 200 000 euros. Nous, on le rend accessible à partir de 200 euros, pardon. On a du forex, d'investissement à effet de levier. On va avoir les cryptos et on va lancer une offre très prochainement pour pouvoir gérer votre argent à votre place pour les personnes qui veulent vraiment absolument rien faire et faire confiance à l'expertise de Goliath pour gérer votre argent. Et justement, ça peut être une bonne transition pour raconter au moins peut-être teaser un peu ce qu'on a envie de faire ensemble. Euh, Moi, ma propre évolution sur l'argent, ça a été effectivement d'abord, il faut que j'épargne. J'ai vu justement mon père être très stressé par rapport à l'argent, donc ça m'a à la fois créé plein de stress, mais aussi ça m'a apporté de me rendre compte qu'il fallait que je gère mon argent. Ensuite, prise de conscience autour du fait que ça allait pas vraiment changer mon avenir financier de faire ça. Je conseille quand même pour moi d'avoir un peu d'épargne, 3, 6 mois en fonction des profils pour créer une forme de matelas de sécurité. Mais une fois que tu as passé ça, c'est plus stratégique de le faire. Donc j'ai eu ma phase, ok, il faut ETF, ça m'a vraiment parlé, c'est simple, je peux y arriver parce que moi je suis pas un passionné de trading. Donc j'ai été vraiment dans cette phase j'essaie de mettre le plus d'argent possible sur MSCI World, etc. Et puis après, je suis tombé sur un livre de Nassim Nicolas Taleb qui parle justement, t'en parlais, de la barbell strategy. Et donc je l'explique parce que moi, ça m'a vraiment beaucoup parlé, qui dit, voilà, en fait, si tu mets 100% dans tes ETF monde, le truc, c'est que tu sais un peu à quoi va ressembler ta trajectoire, ce qui est top, hein, déjà. Un 7-12% sur le futur, c'est énorme par rapport à un livret A. Et sur 20-30 ans, ça peut vraiment te rendre libre financièrement. Mais il dit, Heu, voilà, mathématiquement, c'est pas le plus optimisé parce que si tu investis en fonction de à quel point tu es OK avec le risque, entre 10 à 20 sur quelque chose de vraiment très risqué, mais que tu vas pas au-delà des 20, dans le pire des cas, et ben, en fait, tu as tes 80 qui t'ont créé ta liberté financière sur ton 7-12. Après, c'est le pire du pire. Il faut vraiment y aller pour perdre, entre guillemets, 100 de tes 20. Et par contre, dans le meilleur des cas, et c'est ça qui c'est irrationnel, c'est que si ton 20, en fait, il fait pas un fois 2, mais il fait un fois 200, un fois 1000, comme c'est le cas, par exemple, avec des cryptos sur 10 ans. Et ben, en fait, le fois 1000 avec tes 20, il va te multiplier par 2, par 3, par 4 ton portefeuille. Et moi, j'ai commencé finalement à faire ça, alors qu'à la base, j'avais pas vraiment envie de prendre des risques. Je me disais, en fait, je prends déjà des risques dans ma boîte, mon investissement, autant qu'il soit sécure. Et c'est ça qui m'a fait me dire, bah tiens, je vais aller sur
des ETF déjà un peu plus risqués, de nouvelles technologies, de la crypto. Et c'est pour ça, donc je tease, je dis pas tout de suite, mais quand on s'est approchés ensemble, j'ai dit: «Ouais, ça serait vraiment trop cool qu'on crée un sous-écosystème Paradox dans Goliath et qu'on puisse permettre aux personnes, soit de le faire eux-mêmes, ce que moi je fais, c'est-à-dire, ben, investissement long terme d'un côté et 10-20 sur des choses plus risquées, ou effectivement, tu en as un peu parlé, pour ceux qui auraient pas envie de le faire eux-mêmes, parce que là, je pense à Quentin, qui est notre directeur marketing et qui me dit: «Voilà, quand je lui ai parlé de la barbell stratégie, donc le côté 80-20, il m'a dit: "Ça me parle trop"». Moi, je j'ai pas envie de mettre 20 juste dans le bitcoin ou 20 dans Nvidia, ce qui serait d'ailleurs complètement irrationnel de faire ça. Donc il comprend intellectuellement qu'il a besoin stratégiquement d'avoir un 10 de risque, mais il faut que ça soit un 10 de risque diversifié. Bien Et sûr. c'est ça qui est dur, c'est qu'en fait, tu as plein de cryptos. Est-ce que je mets dans le bitcoin? Là, tout le monde, quand le bitcoin est passé 100 000 tout le monde a investi, mais en fait, c'est pas rationnel de mettre 20 de ton investissement uniquement dans une crypto ou uniquement dans une boîte. Donc tu as besoin de prendre un gros risque, mais diversifié. Et donc c'est pour ça, on en parlait, on se disait: «Ça serait trop cool d'arriver à créer finalement un mandat de gestion où, les personnes qui veulent mettre en place cette stratégie, mais pas le gérer eux-mêmes, on puisse le faire pour eux». Donc on avance sur ça. J'ai hâte qu'on en dise plus. Carrément. Et donc voilà, les personnes qui suivent Paradox, elles vont pouvoir avoir un univers dans Goliath, où elles vont retrouver du coup la communauté de Paradox avec tout ce que propose Goliath. Donc Ça va être c'est très génial. c'est très stylé là ce qui est en train d'arriver. Qu'est-ce que les gens, tu penses, c'est quoi les 3 choses que les personnes ne comprennent pas par rapport à l'argent? Soit l'investissement, soit l'argent en général, quand tu discutes avec des personnes, 3 choses que si les gens le comprenaient, ils seraient certainement plus libres financièrement. L'argent, on le voit souvent, évidemment, tu vois, ça va pas t'apporter le bonheur directement. En revanche, hem, d'avoir de l'argent va t'aider à être heureux. Évidemment que la santé, c'est très important. Évidemment que l'amour, la famille, tout ça, c'est extrêmement important. Mais ça donne une certaine sérénité d'avoir de l'argent et on va pas se mentir, tu vois? De pas recevoir des lettres d'huissier, tous les jours chez soi, d'être tranquille dans sa tête, de pouvoir payer son loyer, à la fin du mois, de pouvoir offrir les meilleures écoles à ses enfants. Et aujourd'hui, il y a un tabou en France de l'argent qui est en train, au fur et à mesure, de disparaître d'ailleurs grâce à des gens comme toi, grâce à la psychologie de l'argent, grâce à des très bons podcasts. On le voit sur, M6, qui est une chaîne, enfin l'une des plus grandes chaînes de France, où depuis 5 ans, on propose, «Qui veut être mon associé?» Tu vois? Où un Français moyen, il arrive et il propose son entreprise et tu as des mecs qui vont mettre, 50 000, 100 000, 200 000, 500 000 et je pense que la plupart des Français ne savaient même pas que ça existait d'investir dans des entreprises de cette manière-là, tu vois? C'est clair, il y a 10 ans, l'entrepreneuriat, c'est un gros mot. C'est ça et du coup, hem, aujourd'hui, l'argent, c'est en train le tabou de l'argent est en train de disparaître au fur et à mesure et c'est vraiment génial et d'ailleurs, c'est ce qu'on essaye aussi de faire. Donc il faut pas se dire que l'argent est tabou, faut pas se dire que gagner de l'argent, c'est mal vu, bien au contraire. Tu vois? Je pense qu'il faut vraiment en gagner, il faut vraiment faire en sorte, et de faire tout ce qu'il faut pour, être libre financièrement et donc ça parfois, il faut faire des sacrifices. Étant jeune, c'est plus facile de faire ces sacrifices jeune et une chose, on l'a répété plusieurs fois, mais de prendre son argent en main, c'est vraiment important. De compter sur personne pour le faire à votre place, et ça, je m'en suis rendu compte parce que, créer son entreprise, c'est le meilleur investissement. Investir en bourse, c'est important, mais de se lancer personnellement, je trouve que c'est le meilleur investissement qu'on peut faire. Ça veut pas dire, hem, ne pas être employé. On peut très bien avoir sa boîte à côté, faire ses petites choses de son côté pour pouvoir gagner de l'argent, en plus et et l'investissement sur soi-même et d'ailleurs tu parles énormément de ça dans Paradox, mais l'investissement sur soi-même est le plus gros investissement, qu'on peut faire. Donc, j'ai pas répondu exactement à ta question, tu vois? Mais, Non, mais si, en tout cas, ne pas prendre en main ses finances, avoir honte finalement, de vouloir gagner de l'argent. En France, c'est vrai que en fonction de où tu as grandi, comment l'éducation que tu as eue,
bah, tu peux avoir grandi dans un cercle social, là, je suis à fond en ce moment sur la création de mon programme sur psychologie de l'argent, donc je lis beaucoup de choses pour essayer de toucher différents profils et bah, voilà, tu as différents, archétypes un peu d'enfance qu'on peut avoir vécu, mais tu as des personnes pour qui ils ont grandi avec, c'est des petites phrases insidieuses, mais tu entends ton oncle qui dit: «Ouais, mais de toute façon, les riches, machin» et en fait, quand de 0 à 18 ans, tu as des petites phrases de jugement par rapport à celui qui a de l'argent, que dans ta famille, potentiellement, ton oncle, il a plus d'argent et que tu vois que, bah, ta mère, ton père critiquent davantage ton oncle parce qu'il a de l'argent que moi, c'est ce qui s'est passé. Donc mes parents, ils ont divorcé quand j'avais 2 ans. Le sujet numéro un de conflit, c'était l'argent. «Tu demanderas ça à ton père» et à chaque fois, c'était par rapport à l'argent. Mon père qui dit: «Ah ta mère, elle me saoule avec ses demandes d'argent». Voir ma mère pleurer liée à l'argent. Donc l'argent, pour moi, c'était un truc, soit source de stress par rapport au stress de mon père, soit c'est, l'argent, ça crée des conflits. Bon, bah, quand tu avances avec ça, si tu te libères pas de ce truc-là, c'est compliqué de gagner de l'argent. Ça et en plus quand tu en as, tu enlèves beaucoup de conflits dans ta vie de tous les jours. Faut pas se mentir là-dessus, tu vois? Yes, c'est ce que je veux dire, c'est de prendre conscience de tout ce poids de son histoire, de s'en libérer parce qu'on se rend pas compte au quotidien à quel point on continue de construire sa vie en réaction par rapport à l'enfance qu'on a eue et tu vois, il y a souvent, un peu 4 gros archétypes de profils liés à l'argent. Tu as la personne pour qui, hem, l'argent, c'est la sécurité et donc qui va du coup vouloir mettre beaucoup d'argent de côté, veut éviter absolument le risque, donc n'investit pas, n'entreprend pas. L'argent est source de stress, l'argent est source d'anxiété. Alors la force de ce profil-là, c'est, ben, qu'elle dépense, pas de manière compulsive, donc ça, c'est un profil. Tu as, un peu ce qu'ils appellent emotional spender, donc l'argent est source de plaisir et donc là, on est vraiment dans, l'hédonisme pur, donc il faut à tout moment, on peut mourir, donc il faut tout dépenser, les soirées, les voyages et cetera. La personne, elle est des fois, avec, même des dettes et en fait, ce que se rend pas compte cette personne, souvent ce profil, c'est que on a tendance à imaginer que le futur ressemble à hier ou à aujourd'hui, alors qu'en fait, tu sais pas ce qui peut t'arriver. Bien Tu Ça sûr. se trouve, ta mère va tomber malade et tu n'auras pas les 10 000 € dont elle a besoin pour la soigner au moment où tu en as besoin et potentiellement, tu vas être dans une forme de course contre la montre pour l'aider et tu auras pas l'argent. Ou ça peut être toi ou peut-être que, d'un coup, ton mari tombe malade et toi, tu dois supporter le coût de la vie du foyer. Hem Tu as une opportunité d'investissement, mais tu as pas l'argent pour investir. Tu veux créer ta boîte, mais tu as pas l'argent pour investir et donc enfin, c'est un truc sur lequel j'essaie, tu vois, là, dans le programme d'identifier les profils pour les aider de manière séparée, parce que c'est pas les mêmes choses. Bien sûr. Celui qui a peur par rapport à l'argent, il a besoin de se rendre compte qu'en fait, paradoxalement, il prend des risques en n'investissant pas et c'est contre-intuitif pour ce profil-là, c'est qu'il pense éviter les risques en n'investissant pas, mais il se rend pas compte qu'en n'investissant pas avec l'inflation, en réalité, il prend déjà un risque. Bien sûr. Avec son argent sur son compte en banque, il est déjà en train de bouffer son capital. C'est-à-dire, c'est irrationnel. Un café en 1970, je crois que c'est genre 4 centimes, 5 centimes d'euros. Faut regarder les chiffres, mais en tout cas, avec 100 € aujourd'hui, tu as en gros 25 cafés. À l'époque, tu as 4 000 cafés, un truc comme Ah, ça. c'est des délires. Et donc la personne qui se dit: «Je mets tout sur mon compte bancaire et je suis en sécurité», elle se rend pas compte qu'en fait, elle n'est pas en sécurité. L'inflation la grignote. Le profil qui dépense tout en mode, hédoniste se rend pas compte que à tout moment, il pourra plus kiffer sa vie parce qu'il va avoir un truc qui est imprévu et ça nous arrive tous, maladie, quelqu'un de notre famille, perte d'emploi, crise économique et à ce moment-là, tu vois, il y a une chercheuse, j'ai perdu le nom, ou un chercheur, qui a essayé de regarder c'est quoi l'élément le plus prédictible qui, en période de crise, fait que les familles, thrive, se développent. L'élément le plus prédictible, c'est d'avoir, 3 à 6 mois de sécurité et donc la personne qui est juste là-dedans, elle va pas y arriver. Ensuite, tu as la personne pour qui, troisième profil, l'argent est source de valeur. Donc c'est-à-dire, en gros, ma valeur est déterminée par mes possessions. Donc elle est moins dans le côté hédoniste, je dépense pour kiffer, c'est plus je dépense pour monter ma valeur. Donc ça va être Rolex, voiture, hem je sais pas, le dernier costard, tout ce qui peut montrer au monde que j'ai de la valeur. Et ce qui est intéressant quand tu regardes pareil la corrélation, c'est qu'il y a pas de corrélation directe entre être riche et les signes, visibles de richesse. Voire même, plus les gens ont de l'argent, Moins ils moins veulent se montrer. moins ils le montrent. Ouais. En tout cas, il y a un écart immense entre, leurs moyens
et leur style de vie. Et souvent, quand on est né dans une famille plus populaire, il y a ce truc de vouloir s'en sortir. Et le schéma assez classique, c'est que tu dépenses au début, on le voit, 50% des footballeurs finissent Fauché, fauchés. 50%. C'est triste quand tu vois bien sûr. les millions qu'ils génèrent. En NBA, c'est pire aux États-Unis. Et donc, tu te rends bien compte quoi, que souvent, quand tu es né dans une famille populaire, tu penses que tu as envie de montrer au monde que tu as enfin réussi, donc tu te mets à dépenser. Je veux dire, c'est 30 000 € par mois de vin Johnny Depp. Non, je te crois pas. Non, mais c'est un Ah, truc, c'est ça incroyable. n'a aucun sens. Nicolas Cage, il s'est acheté un crâne de dinosaure Ça, j'ai à vu quatre ça. cent mille dollars ou je sais plus combien, une île. Le mec, il a fini surendetté. Johnny Hallyday, surendetté. Johnny Hallyday, surendetté. Mike Tyson, surendetté. Tu te dis, c'est des gens. Mike Tyson, c'est un demi-milliard d'argent. Et le mec, il a trouvé le moyen de plus avoir d'argent. Parce que là, c'est vraiment le troisième profil, tu as money equal, enfin l'argent égale la valeur. Et donc ce profil, il a plus besoin de voir comment au final, en fait, il va pouvoir construire sa valeur autrement, en créant une entreprise, en ayant des rendements qui vont lui permettre d'avoir un style de vie de ouf, mais en décalé. Oui, j'ai vraiment connu ça en plus parce que, tu sais, j'ai à v Dès à qu'on gagne de 20 ans, l'argent, voilà, à 20 ans, moi j'ai commencé à gagner de l'argent à 18, mais à 20 ans, ça a commencé à être beaucoup, tu vois? J'avais une boîte qui gagnait entre 200 et 300 000 € par mois. Donc tu sais pas comment réagir, à ça quand tu as 20 ans. Donc tu c'est dé quoi ton plus gros truc, enfin, truc plus délirant? le plus délirant que j'ai fait, c'est, inviter tous mes copains, sur un bateau, pendant un été, tu vois? Donc c'était incroyable, mais c'est des très bons souvenirs et je regrette pas, tu vois? Hem, c'est pas non plus des conneries. Ce qu'il faut savoir, c'est de faire pendant une période et après de se dire: «OK, bon, c'est bon, j'ai fait. Maintenant, il faut construire» et j'ai eu la chance de pouvoir le faire et de le comprendre assez tôt. Mais j'ai plein d'amis qui ont gagné de l'argent et qui ont fait absolument n'importe quoi aujourd'hui, qui sont fauchés et Mais c'est fou. qui Moi, vont ça se refaire parce que moi, ça m'attriste tellement de voir ça. ouais, mais en fait, j'ai eu aussi la chance de grandir dans une famille d'entrepreneurs où j'ai quand même vu de l'argent. Donc quand je vois, des personnes avec qui aussi j'ai grandi parce que j'étais dans une école où il y avait toutes sortes de vraiment de personnes, des gens riches, pauvres, moyens et des personnes qui avaient vraiment pas d'argent et qui aujourd'hui gagnent très, très bien leur vie. Bah, ils ont un besoin de faire ça et d'ailleurs je les pousse à investir. Je les ils mettent de l'argent sur Goliath, je les pousse même à investir dans l'immobilier, à placer leur argent parce que on connaît le schéma, on connaît la suite de ça. Surtout quand tu es entrepreneur. D'ailleurs, je voulais vraiment le dire, aujourd'hui, LinkedIn, les réseaux sociaux, on pense que c'est facile. C'est extrêmement difficile de monter son entreprise et d'avoir une entreprise qui gagne de l'argent Et sur la durée. et Parce sur que la tu peux durée. faire un «single» entre Voilà. guillemets, et c'est autre chose de C'est extrêmement difficile et c'est pas parce que ta boîte cartonne pendant 3 ans qu'elle va marcher toute ta vie, tu vois? D'ailleurs, tu le vois, les grandes entreprises, pourquoi elles sont grandes? C'est qu'elles sont toujours là à innover, à chercher comment mieux faire, que ce soit Amazon, Netflix, Apple, ils sont toujours là à chercher comment mieux faire, comment gagner plus d'argent, comment dans 10 ans, comment il faudra être dans 10 ans et c'est là la différence, je pense, avec les grandes et les petites entreprises et donc travailler, c'est beaucoup de temps, c'est moi, j'ai pas eu de jeunesse, tu vois? J'ai eu zéro jeunesse parce que j'ai toujours énormément travaillé. Tu sais, à 18 ans, j'ai monté mon entreprise, donc le samedi soir, je pouvais pas sortir vraiment. Le dimanche, bah, j'allais au bureau, j'avais pas d'employé, donc il fallait que je fasse moi le travail et donc j'ai perdu d'un côté parce que je pense que la jeunesse, c'est quelque chose de très important dans une vie, réellement. Mais en soi, derrière, tu as quand même, un retour sur ça et quand tu travailles hyper dur, Hem, en général, ça termine par payer, mais ça peut prendre beaucoup de temps et il faut pas se fier, aux réseaux sociaux où les mecs gagnent de l'argent, directement, où c'est facile. Moi, j'ai eu énormément de chance sur ma première boîte, ça a pris, hem, 6 mois avant de commencer à gagner de l'argent, mais c'est extrêmement rare, tu vois? Normalement, il faut plus que ça. Ce qu'il faut sur Goliath, par exemple, c'était le parcours du combattant parce que pour lancer une entreprise comme Goliath, il faut être régulé financièrement et donc, il faut développer une application. Donc, on a recruté une super équipe, mais en plus de ça, il fallait être régulé. Et régulé, c'est proposer des produits financiers, avoir des audits journaliers, mensuels, non pas des audits mensuels et des rapports journaliers, euh,
on est audité, tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, que ça soit tech, que ça soit finance. Enfin, on a énormément de comptes à rendre et ce qui est complètement normal et du coup, avant d'avoir notre premier client, il a fallu 2 ans et demi. Je sais pas si tu te rends compte? Enfin, dans ta tête, il y a des jours où tu te réveilles et tu dis: «Mais où je vais?» tu vois? Surtout que pendant ce temps-là, tu dépenses de l'argent, tu dépenses du temps, tu sais pas si ça va marcher. C'est Et tout ça c'est juste pour pouvoir démarrer la partie. juste pour démarrer la partie, c'est ça. Mais ça en fait, les barrières à l'entrée, ça te permet de te dire: «En fait, c'est tellement dur à lancer un projet comme ça». D'ailleurs, quand tu mets sur la table nos concurrents, il y en a pas un qui vaut moins d'1 milliard. Donc ça te permet de te dire: «OK, c'est peut-être pour ça, c'est parce qu'il y a toutes ces barrières à l'entrée». Donc il a fallu 2 ans et demi et j'ai la chance d'avoir eu un associé parce que tu as des périodes où ton moral, il est à 0. Alors à aucun moment on s'est dit: «On va abandonner» parce que c'est pas dans notre, état d'esprit. Mais il y a eu des moments extrêmement difficiles et quand vous êtes 2, tu as toujours un qui est, au plus bas et donc tu le remontes un petit peu et vice versa, tu vois? Et donc ça, c'est hyper important et je trouve qu'un associé, ça joue beaucoup en tout cas dans ce genre d'entreprise. C'est clair, c'est sûr que être seul quand t'es pas bien, enfin et si c'est pas un associé, il y avait j'avais lu une statistique comme quoi un des éléments prédictibles, de la réussite d'un projet, c'est, le si c'est pas l'associé, c'est le conjoint ou la conjointe, que ça stabilise en fait, émotionnellement, mentalement dans les phases où t'es au plus bas, quoi. Ah bah, je te dis honnêtement, moi j'ai toujours été en couple dans ma vie, depuis l'âge de, 16 ans. 1re relation 6 ans, là je suis dans une 2e relation, ça fait 5 ans donc non, 1re relation pendant 8 ans et ensuite là 5 ans. En fait, ça te permet d'avoir une stabilité dans ta vie, de rentrer à la maison, d'avoir un cadre de vie. Et je trouve que ça, pour avoir une entreprise, alors il y en a d'autres qui vont pas en avoir besoin, hein, mais moi personnellement j'en ai besoin pour, hem, être stable dans ta boîte. Parce qu'en soi, si tu as personne quand tu rentres chez toi, bah, le soir tu cherches avec qui sortir, passer des bons moments, aller voir tes copains et je pense que enlever ça de ta vie, de cette partie de kiff en soi et d'aller, avec quelqu'un, qui va t'encourager, qui va te pousser, qui va t'aider. D'ailleurs, je le dis tout le temps, j'ai jamais vu un homme d'affaires à l'âge de 60 ans, 70 ans qui a vraiment réussi dans sa vie, qui a pas de femme et pas de famille. C'est ma vision des choses, tu vois? Peut-être que je me trompe, mais tous les hommes d'affaires que j'ai connus et j'en connais des gens qui sont vraiment riches, alors peut-être parfois divorcés, tu vois? Mais leur vie, elle a été avec une famille stable. Tu te dis quoi, en fait? Tu dis que si c'est pas le cas, c'est quoi c'est quoi ton interprétation? Tu peux pas, atteindre des très gros objectifs. Alors tu peux bien gagner ta vie, normal, mais tu peux pas atteindre les plus gros objectifs. Quand tu prends, Bill Gates, Jeff Bezos, hem, c'est des gens bon aujourd'hui ils ont divorcé, mais ils ont divorcé après leur réussite. Ils ont une famille et ils ont été stables toute leur vie, tu vois? Pour toi, le risque sinon, c'est de partir en freestyle, Ouais, en soirée, ouais. Je en pense que tu pars en sortie, freestyle, dès que en tu commences à séduction. gagner beaucoup d'argent, bah, tu es très vite, dans les boîtes de nuit, les filles, les copains et hem et c'est une vie qui peut être intéressante à court terme, tu vois? Mais à un moment, tu t'y retrouves plus et ton business, tu l'oublies parce qu'il y a trop de plaisir ailleurs, tu vois? Donc il faut savoir être, assez stable dans sa vie et je pense que tu as tout le temps des moments de faiblesse où tu as envie de vivre ces moments-là aussi mais il faut rester fort et continuer dans ta trajectoire, de rester sérieux. Des petites questions, courtes et réponses courtes du coup. Qui du coup a fortement influencé ta vie, positivement ou négativement? Mes parents, ils m'ont beaucoup, donné d'importance pour pouvoir réussir et Genre là, par exemple, si c'était le dernier jour de ta vie, tu dirais quoi à tes parents? merci, genre, merci de m'avoir, d'avoir cru en moi, tu vois? Et ils m'ont toujours poussé. Peut-être qu'au fond d'eux, parfois, c'était pas le cas, tu vois? Mais en tout cas, ils l'ont toujours fait. Mmh. C'est un truc que tu veux faire, en tant que papa, dans le Ouais, futur? ouais et vraiment j'en parle avec plein d'amis à moi et à chaque fois, j'ai un ami à moi qui est très, très bon dans les affaires et son père lui dit: Tu fais dentiste, je veux rien savoir, tu fais dentiste, tu fais dentiste». Et «Non, mais je veux faire du business». Non, mais il me dit: «Mais les gens, ils ont pas besoin de toi pour faire du business, il y a déjà du business sans toi», tu vois? Il a fait dentiste, il a travaillé pendant 3 ans, il a arrêté et aujourd'hui il fait du business, tu vois? Et donc il a jamais eu un père qui l'a poussé à faire des choses vraiment très grandes, tu vois? Donc
il a pas perdu des années de sa vie parce qu'il a quand même un bagage, tu vois? Il est dentiste, mais en soi, il a pas fait ce qu'il voulait et donc ça, c'est important et j'ai eu 2 conjointes, avec qui je suis resté longtemps, comme je te disais et ces 2 personnes-là m'ont beaucoup aidé à arriver là où j'en suis et je suis pas du tout, un exemple parce qu'il y a encore énormément à faire et j'ai que 27 ans, mais ça m'a quand même beaucoup aidé dans ma vie. Donc tu as choisi des personnes qui, ont cette capacité à croire en toi, quoi. Crois en moi quand t'as rien surtout, tu vois? Ma 1re, fiancée, j'avais 16 ans, j'ai commencé à travailler et elle portait du Clarosa nuit et jour, tu vois? C'était ces chaussures-là alors qu'elle avait moyen de porter autre chose et c'était, elle me poussait vraiment vers le haut et aujourd'hui je suis avec quelqu'un d'autre qui est génial et ça a été une période encore plus difficile parce qu'il y a eu des moments où j'ai tout investi dans Goliath, j'ai investi tout mon argent qui me restait. Au départ de l'entreprise, j'ai investi 1 000 000 d'euros personnellement. Je voulais pas aller lever des fonds, j'en ai levé après, mais j'ai mis 1 000 000 d'euros de ma poche. Donc j'avais vraiment plus d'argent, pratiquement plus et cette personne-là, elle est incroyable, elle est énormément sollicitée, c'est une mannequin et cetera et pourtant, elle a mis toute sa vie de côté pour, me pousser dans ma partie, entrepreneuriat, dans un projet. Quand j'ai lancé ce projet, je lui ai dit: «Je rentre dans un projet qui peut prendre énormément de temps, qui va être très, très compliqué, mais c'est ce que je veux faire», tu vois? C'est ce que je veux faire parce que j'étais jeune, et je me dis: «Si c'est le moment ou jamais de lancer un projet qui est, compliqué et qui prendra du temps» et du coup, elle a accepté ça, tu vois? Et je pense que c'est pas toutes les filles qui acceptent ce genre de choses parce que tu as envie de kiffer, tu as envie d'aller en vacances, tu envie et ça a été, des moments où il y avait très, très peu d'argent et pourtant, elle est là donc c'est hyper important. Un moment fou dans ta vie, une anecdote folle, ça peut être drôle, ça peut être, terrifiant, ça peut être n'importe quoi, sur n'importe quel sujet, c'était surprenant pour toi? Hem, un truc hyper drôle, je rencontre un mec, à Londres, on est en 2021, non pardon, on est en 2019. Je rencontre un mec à Londres qui a mon âge. C'est une anecdote vraiment drôle, hein, rien à voir avec le business. Ouais. Heu, on est à Londres, quelqu'un qui a mon âge, qui gagne énormément d'argent dans la finance, mais vraiment énormément d'argent, qui a monté son propre fonds d'investissement alors qu'il avait, 22 ans et il gérait plusieurs centaines de millions d'euros et il a mon âge et on est en boîte de nuit un soir et d'ailleurs c'est là où je me suis dit: «Putain la finance, il faut vraiment investir son argent parce qu'il y a beaucoup d'argent à gagner» et on est en boîte de nuit et grosse boîte de nuit à Londres, un truc de fou et il invite toute la boîte. Il invite toute la boîte, ça lui coûte, 300 000 €. Ah putain! Et là, c'était, du délire, tu vois? Parce que j'ai gagné très bien ma vie à ce moment-là, mais jamais enfin, déjà, j'avais pas les moyens de le faire, mais jamais j'avais pensé à faire un truc pareil. Le Mais tu mec comment? C'était genre tu choqué, ah, tu j'étais choqué, ouais. Le mec est fou. Le mec est fou et après toute la boîte vient le voir parce que quand il fait ça, il veut de la reconnaissance, tu vois? Donc ouais. tout le monde vient Bah, le j'imagine voir et qu'il l'a cetera. obtenu là. Ouais et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que c'est devenu un très, très bon ami. Il a toujours eu cette folie, tu vois? Et c'est ça que j'aimais chez lui, autre que l'argent. Il a toujours été fou. D'ailleurs, il a tout perdu, si tu veux savoir. Waouh! Il a tout perdu, mais c'est quelqu'un qui a toujours, confiance en lui et qui il dit: «Mais je vais me refaire, moi l'argent, il y a des billets qui s'impriment tous les jours, j'ai pas peur», tu vois? Et il en a fait plein des anecdotes comme ça, Donc il te divertit quoi, c'est ouais, divertissant d'être ouais, fou complètement, tu dans une série Netflix avec lui quoi. à chaque fois et c'est quelqu'un, je dormais chez moi une fois, et j'entends quelqu'un crier à la fenêtre, un jeudi soir, mais il crie à la fenêtre: «Clark, Clark, Clark, sors, «Qu'est-ce qu'il y a? Mais tu es un fou, il est 2 heures du matin, Il dit: «Non mais sors, vas-y descends, mets tes chaussures, on sort ce soir». Tu vois? Le mec est fou et c'est sympa d'avoir des amis comme ça parce que parfois ça te permet C'est de plus sympa d'être je pense d'avoir un ami comme ça que d'être lui. oui, oui, oui. Ah ouais et je peux te dire que tes conjointes et enfin ta conjointe, elle déteste ce mec-là, tu vois? Parce que le mec est complètement fou et délirant mais c'est toujours marrant, tu vois? D'avoir des gens autour de soi qui sont fous, à petite dose évidemment. Mais voilà, ce mec-là m'a changé un peu la vision, hem, de la vie parce qu'il c'est quelqu'un qui adore s'amuser, qui adore, heu, faire des nouvelles expériences, un peu fou. Alors moi, je suis pas du tout comme ça, je suis hyper, stable, hyper, calme. Mais voilà, faut diversifier ses amis comme dans l'investissement, tu vois?
C'est quoi une des leçons que tu as apprises dans la douleur? La leçon principale, et je pense qu'on l'a dit tout à l'heure, mais dans la douleur, il y a des choses qui ressortent en toi que tu aurais peut-être pas connues, et surtout dans la difficulté. Et moi, je l'ai ressenti dans le business. On parle beaucoup d'argent. L'argent, c'est quelque chose qui va vraiment vous aider à être mieux dans sa vie, et que ça soit dans mon premier business ou dans mon deuxième business, de plus avoir d'argent, de plus savoir comment, tu vas t'en sortir, c'est là où les meilleures idées, elles ressortent. En fait, d'être compressé, tu vois? D'être compressé et de sortir le meilleur de soi-même, je pense que c'est dans les moments de difficulté. C'est quoi justement des moments où tu t'es senti le plus compressé justement? Par exemple, quand j'ai lancé Clarosa et qu'au bout de 6 mois, j'étais à moins 15 000 ou moins 20 000 € sur le compte, Ça rend j'ai, du heu, créatif. j'ai 18 ans, bah, j'ai cherché à faire en sorte de gagner de l'argent, à voir comment je peux m'en sortir, et encore une fois, j'ai rien fait en soi. J'ai tout fait, mais c'est arrivé parce qu'une influenceuse, elle a porté mes chaussures sur Snapchat, tu vois? Et c'est pas moi directement. Mais ce que je veux dire, c'est que tu recherches vraiment à te sortir de la merde pour, pour y arriver, parce que tu dois te prouver certaines choses à toi-même, tu dois te prouver, malheureusement, à d'autres gens aussi, tu vois? Tu dois prouver à d'autres gens que tu vas t'en sortir et que tu avais raison, heu, de te lancer, et je pense que vraiment c'est important de se dire que dans la période de difficulté, il faut avoir peur parce que ça permet de savoir que tu es en difficulté, tu vois? Heu, que tu peux sortir le meilleur de toi-même. Mmh. C'est quoi une des questions que tu aimes te poser, que tu te poses très souvent pour avancer au quotidien ou dans la semaine? Enfin, si j'avais accès à tes pensées, c'est quoi une des questions que tu te poses très souvent? Ma question que je me pose très souvent, c'est comment faire en sorte que ma boîte va durer plus longtemps? On est souvent à travailler sur le moment actuel, tu vois? Ou les 2 3 prochains mois à venir, et je me j'ai vécu une entreprise tu parlais tout à l'heure des gens qui étaient très riches et qui ont plus d'argent. J'ai vécu pratiquement 9 ans d'une entreprise où il y a eu des hauts et des bas parce que, c'est la mode et c'est comme ça. M mais je veux me dire que cette entreprise Goliath, elle sera là dans les 200 prochaines années. Peut-être, je serai sûrement pas là, tu vois? Mais ça sera quelqu'un d'autre qui l'aura. Mais ce qu'il faut savoir, c'est toutes les plus grosses entreprises travaillent sur l'avenir, et nous, on le fait pas encore aujourd'hui parce qu'on est au début. Et ma question que je me pose très souvent, et j'y travaille pas, hein, c'est comment faire en sorte d'avoir une boîte qui vit, pour toujours? Et cette question, je me la pose beaucoup, mais j'y travaille pas pour l'instant. Mais tu as des réponses ou pas des choses que tu veux qui Innover, il faut vraiment avoir un pôle innovation dans son entreprise. Il faut avoir les fonds pour, mais des personnes qui travaillent à réinventer le à business? réinventer tout le temps. Mmh. Tu vois, on est dans un business où le business model est très compliqué, et il faut toujours trouver des nouvelles choses pour avoir une entreprise viable. C'est quoi un des conseils qui t'a le plus aidé, qui t'a le plus marqué qu'on t'ait donné? De pas, de pas se fier finalement à ses concurrents, de pas, avoir peur de ses concurrents. Ça, c'est vraiment important. On n'est pas tous des inventeurs, on n'est pas tous Elon Musk pour, inventer quelque chose. La plupart des business existent déjà avec, un peu d'innovation dans son business évidemment, mais l'idée c'est de faire mieux tous les jours. Et d'ailleurs, nos concurrents, comme je t'ai dit, ils valent plusieurs milliards. Il y a des boîtes qui ont levé plus d'1 milliard d'euros, des centaines de millions, ils sont 200 employés, et aujourd'hui, nous, on a fait avec, on a levé 2 millions d'euros, ce que certains ont fait avec 100 millions, tu vois? Et on est 17 employés, et donc du coup, vraiment, c'est important de pas avoir peur de sa concurrence. Regarder évidemment ce qu'ils font, mais c'est pas parce que un a levé 100 que toi tu vas pas pouvoir faire, avec peu d'argent. Ouais, d'ailleurs, c'est une des choses qui m'a donné envie d'avancer dans l'aventure avec vous, hein. C'est parce que j'en ai rencontré pas mal des fondateurs ou personnes qui jouent un rôle important dans des boîtes d'investissement et il y a le front, il y a ce que tu vois sur les réseaux et cetera et puis après, quand tu as plus accès à leurs chiffres ou que tu as plus accès à ce qui se passe vraiment, tu te rends compte à quel point ils crament des millions, hem
et que la boîte, en fait, elle est pas rentable, qu'ils arrivent pas à trouver leur rentabilité, qu'ils sont hyper gros en termes de structure et tu as un peu cette impression de réussite parce que du coup, bah, vu qu'ils dépensent beaucoup en com, et que tu vois la levée de fonds à 100 millions et je sais pas pourquoi on a cette forme d'obsession à mettre en avant, les levées de fonds sur les médias. Alors pour moi, on devrait mettre en avant le la Rentabilité, le chiffre rentabilité, le d'affaires. chiffre d'affaires, le nombre de clients que tu as, combien de temps ils sont restés avec toi. Je sais pas pourquoi on s'obsède sur la levée de fonds alors qu'en fait, c'est juste qu'on te donne de l'argent. C'est-à-dire pour On te l'instant, tu as donne rien de fait. l'argent et tu perds des parts surtout. Oui, en plus, mais je veux dire, tu as encore rien fait. Tu as juste réussi à avoir de l'argent, quoi. C'est Ce qui c'est est c'est dur à vraiment faire, hein, ça. mais C'est dur de convaincre évidemment parce que tu as souvent des très beaux entrepreneurs qui investissent dans ta boîte et ça te fait grave plaisir. En revanche, surtout dans notre secteur, tu vois? Le secteur de la finance, c'est un secteur assez fermé et les entreprises, ils lèvent des centaines, des dizaines de millions, ils ont des centaines d'employés et ils sont jamais rentables. Donc aujourd'hui, il y a très peu de boîtes, heu, pour dire, presque zéro, qui sont rentables. Nous, ça fait 1 an et demi qu'on est sur le marché. On a, 17 employés, on vient de recruter, on est en train de recruter, 5 nouveaux employés parce qu'on va annoncer notre levée de fonds. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart de ces boîtes-là ne gagnent pas d'argent et non et ça fait longtemps qu'elles existent, tu vois? Tandis que nous, ça fait 1 an et demi qu'on est sur le marché et pourtant, on est déjà rentable. Alors on a fait 2 mois rentables, ça ne veut pas dire que les 6 prochains mois vont l'être, mais en tout cas, on a un vrai business model et c'est là où, on se différencie parce qu'on n'a pas, 150 employés, on n'a pas, des bureaux qui nous coûtent, 20 000 € par mois et je l'argent, il est très important dans une entreprise. Quand tu as pas d'argent, même dans ta vie personnelle, quand tu as pas d'argent, tu arrives pas à réfléchir aussi bien. Tu es concentré sur comment, comment je vais faire pour payer ça? Comment je vais faire pour développer ça si je n'ai pas d'argent? Tandis que quand tu en gagnes, même si tu en gagnes peu au début, eh bien ça va te permettre d'avoir un esprit beaucoup plus créatif. Même si je l'ai dit juste avant que dans les moments de difficulté, tu vas te battre et tu vas, réussir à être créatif aussi. Mais voilà, il y a un entre 2 et d'avoir une entreprise qui gagne de l'argent, ça change tout. stylé. Peut-être pour le message de fin, qu'est-ce que tu as envie de partager, aux personnes qui nous écoutent? Je sais que je l'ai dit, mais le travail, c'est ce qu'il y a de plus, de plus gratifiant. Je sais pas si on pourrait dire ça comme ça, mais c'est vraiment important de se donner à fond, en tout cas de travailler sur soi-même, de travailler très dur pour y arriver et un jour, chacun a son heure, mais quoi qu'il arrive, quand vous travaillez dur, au final, ça terminera par payer. Ça, j'en suis persuadé. C'est clair et je pense qu'on est des fois trop sur du court terme. On se rend pas compte à quel point la majorité des gens veulent pas bosser. La majorité des gens abandonnent très vite et donc finalement le peu qui bossent, qui développent leurs compétences, qui développent une forme de réseau dans un domaine donné, c'est difficile que ça paye pas. Ça payera peut-être pas autant que tu imagines, mais c'est difficile que ça paye pas. C'est ça et à partir du moment où tu es dans un secteur où tu as commencé à rencontrer beaucoup de monde, tu as commencé à travailler très dur, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Aujourd'hui, en avril, ça fera 4 ans qu'on a Goliath et pourtant on gagne pas, 100 000 € par mois, loin de là. Par contre, dans 10 ans, c'est une entreprise qui peut gagner, plusieurs dizaines de millions par mois. Donc il faut travailler, et il faut faire en sorte de jamais abandonner, ça c'est important. Stylé. Merci Clark. Merci David.